Bien, mes chers collègues, le prochain Conseil des ministres qui se tiendra le mercredi 3 avril prochain examinera le très attendu projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Notre commission étudiera ce texte à partir du 30 avril et nous avons désigné les rapporteurs hier après-midi. Monsieur Éric Girardin, rapporteur général, qui sera entouré de Madame Nicole Lepé, Monsieur Pascal Lavergne et Monsieur Pascal Lecamp comme rapporteur thématique. Et le projet de loi viendra en séance publique le lundi 13 mai. Nous savons tous dans cette commission que la genèse de ce texte a été compliquée. Le groupe de suivi que nous avions mis en place sous la conduite de Pascal Lavergne et d'Aurélie Trouvé ne disposait que de peu de matériaux sur son contenu lorsqu'il nous a soumis sa communication le 6 décembre 2023. Le même jour, nous recevions le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui réaffirmait sa volonté de présenter un projet de loi d'orientation agricole concis, considérant que ce qui relève du domaine réglementaire devait être renvoyé au règlement et ce qui relève du domaine budgétaire devait être renvoyé au budget. La forte mobilisation des agriculteurs a effectivement conduit le gouvernement à prendre d'ores et déjà des mesures de nature réglementaire ou supposant une action au niveau européen. Mais cette mobilisation l'a aussi conduit à renforcer le projet de loi d'orientation en y ajoutant par exemple un titre premier consacrant la souveraineté agricole alimentaire ou encore des dispositions visant à simplifier et libérer l'activité agricole. Afin de marquer l'importance que notre commission accorde à ce projet de loi, et plus encore aux filières agricoles ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui les font vivre, notre bureau a souhaité auditionner en commission plénière les 5 principaux syndicats agricoles et des représentants de la filière bio, pour recueillir leur avis sur le texte qui nous sera prochainement soumis. Je remercie tous ces professionnels concernés qui ont accepté de répondre à notre invitation. Nous commençons donc aujourd'hui le cycle d'audition en recevant successivement les représentants de la coordination rurale et nous devions également entendre les représentants de la Confédération paysanne, mais suite à un empêchement, il nous a été demandé de reporter cette audition. Suivront donc dans les 2 semaines prochaines une audition de l'Agence Bio et de la FNAB le mardi 2 avril, puis le MODEF mardi 9 avril, et successivement la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne mercredi 10 avril. Bien entendu, nos 4 rapporteurs vont aussi de leur côté organiser de nombreuses auditions, leur permettant d'entendre le plus grand nombre possible d'acteurs concernés par les dispositions du projet de loi. Nous débutons donc avec la coordination rurale aujourd'hui, représentée par Madame Amélie Rebière, membre du comité directeur. Madame Rebière, je vous remercie d'être présente à nos côtés. Pour cette audition. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes et l'audition durera à peu près 1h30 et ensuite les députés pourront vous interroger sur les éléments que vous nous aurez livrés dans le cadre de votre intervention et vous poser toutes les questions qu'ils auront à vous poser. Je vous laisse la parole, Madame Rebière. Donc, merci à vous, merci de me donner la parole. Alors, effectivement, c'est important d'entendre le point de vue des acteurs de terrain. Donc, tout d'abord, pour vous situer un peu, moi, je suis éleveuse en Haute-Corrèze, éleveuse de bovins et d'équins, voilà, de Vaudelet-sous-la-Mer, donc qui est une petite production qui se meurt un peu. Donc, je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui et vous parler de cette future loi qui, donc, pour nous, à la coordination rurale, présente des problématiques dans son approche globale de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver une logique d'ensemble et pour nous, elle semble un petit peu déconnectée des problématiques du terrain que vous pouvez entendre depuis de longs mois sur nos revendications. D'abord, il y a quelques axes principaux dont on va parler, c'est-à-dire la première définition de la souveraineté alimentaire. Quand vous parlez d'une capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne et de ses engagements internationaux, on a du mal à situer comment vous pouvez parler de la souveraineté alimentaire française et en même temps ratifier des traités de libre-échange et parler d'échanges internationaux. Parce qu'il faut rappeler quand même que le nerf de la guerre, c'est des prix rémunérateurs et de vivre de notre métier. Si nous vivions de notre métier, si nous avions des prix rémunérateurs, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler d'un projet de loi parce qu'on n'aurait pas des problèmes de transmission de notre outil de travail et on n'aurait pas des problèmes d'installation principalement sur le terrain.
Donc, c'est le premier point. On a du mal déjà à fixer le cap de ce que vous appelez souveraineté alimentaire, d'autant plus que quand vous parlez de souveraineté alimentaire, vous parlez également de souveraineté énergétique. Donc, nous partons quand même du principe à la coordination rurale qu'un agriculteur est fait pour nourrir la population et on ne peut pas mélanger, surtout dans une loi d'orientation agricole. À mon sens, nous ne pouvons pas mélanger et la production agricole qui a pour but de nourrir la population, et une production énergétique qui va à l'encontre de la production agricole. J'ai un des meilleurs exemples à vous donner, un exemple très concret de mon département. Cette orientation énergétique de développement d'agrivoltaïsme, on va dire, crée une spéculation du foncier localement. Et le problème, c'est qu'on fait miroiter aux jeunes que, comme on ne vit pas de notre métier, il faut un plan B. Le plan B, c'est de produire de l'électricité, de devenir un genre d'industriel de l'énergie. Et croyez-vous qu'un jeune qui s'installe en bovin, comme chez moi, en Corrèze, il y a beaucoup d'installations en bovin, pensez-vous qu'un jeune à qui on fait penser qu'il gagnera 10 000, 15 000 euros de l'hectare en mettant du photovoltaïque de plein champ, croyez-vous qu'il sera toujours motivé pour se lever la nuit pour véler les vaches? Je ne crois pas. Donc je pense que c'est un non-sens également de vouloir faire miroiter à l'ensemble de la population française qu'on peut, et d'un côté, nourrir la population et en même temps être producteur d'énergie. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec de demander des prix rémunérateurs et de la défense de notre production agricole qui est vouée à l'alimentaire exclusivement. À Pompadour, tout le monde connaît Pompadour, nous avons une société foncière qui avait préempté pour du terrain 14 hectares, 220 000 euros. Et c'est du terrain qui était normalement prédestiné à un jeune qui avait du terrain à côté et qui aurait pu prétendre à une installation. Et ce terrain avait été fléché par la SAFER pour de l'agrivoltaïsme avec une société foncière. Donc vous voyez bien qu'il y a une réelle problématique de terrain. Donc dans cette loi, déjà en préambule, il est très important, à mon sens, d'expliquer que la souveraineté alimentaire passe par l'alimentation et non par la production d'électricité, déjà. Après, il y a plusieurs points dans l'article qui parlent justement de l'installation et de la transmission. Donc quand on parle d'installation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'installation, ou très peu, si nous n'avons pas un métier qui nous permette de vivre dignement. Et si nous ne sommes pas attractifs, il n'y aura pas d'installation. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de créer des structures supplémentaires comme France Service Agriculture, comme on l'a vu dans un article. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de créer 300 emplois supplémentaires avec France Service Agriculture, avec une enveloppe de 15 millions d'euros, alors que nous avons déjà des structures en place par les lycées agricoles, par la Chambre d'agriculture, qui sont capables déjà d'installer des jeunes. Si nous avons un problème d'installation, ce n'est pas un problème d'outils d'installation, c'est un problème d'attractivité du métier. Donc tout le problème de la loi est là, c'est-à-dire qu'on est complètement à côté. Nous ne traitons pas les vrais problèmes. Quand on parle d'installation également, vous parlez du bachelor, de la création d'un nouveau certificat, un nouveau diplôme. Je ne pense pas non plus qu'il soit important d'élever, soi-disant, le niveau des futurs installés. Il faut arrêter de penser que les agriculteurs sont les idiots du village qui n'ont pas pu aller travailler ailleurs et qui ont repris l'exploitation agricole. Il y a bien sûr des jeunes installés et il y a des nouveaux installés qui ont été mis en place par des régions, c'est-à-dire de plus de 40 ans, qui peuvent prétendre aux aides également. Ce sont des personnes qui ont travaillé à l'extérieur et puis qui reprennent des exploitations familiales, souvent, qui ont vu que c'était peut-être pas forcément mieux ailleurs non plus. Mais malgré tout, si on n'avait que des ingénieurs pour nourrir la France, je peux vous dire qu'on serait bien embêtés. Donc je ne pense pas que augmenter le niveau, soi-disant, des installés, le niveau diplômant des nouveaux installés, soit une des priorités de la loi. En plus, je trouve ça assez dénigrant, assez péjoratif par rapport à la... Si, je trouve que par rapport à la population agricole,
Bon, moi, j'étais infirmière avant de m'installer agricultrice, donc bon, j'ai un diplôme supérieur. Mais je peux vous assurer que j'ai un petit salarié sur l'exploitation qui n'a pas de bac pro, qui a à peine le brevet, et je lui laisse l'exploitation les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc, je ne crois pas que les capacités pour être agriculteur soient liées vraiment à un diplôme supérieur. Loin de là. Donc, il y avait ce point-là. Et après, il y a quelques articles en particulier sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Vous savez que, bon, en France, nous sommes touchés par la prédation. Donc, c'est un sujet que je connais très bien, puisqu'en Corrèze, nous sommes sujets à la prédation. Et j'ai vu qu'il y avait un article donc, sur le statut du chien de protection de troupeau. Donc il faut savoir que la coordination rurale, depuis longtemps, demande que le statut du chien de protection de troupeau soit mis en place rapidement, parce que ça crée des problématiques de terrain. Donc ça crée des problématiques avec les chasseurs. Si vous écoutez sur le terrain, les chasseurs vous diront ben, nous, on ne peut plus chasser parce que les patous soit font peur aux chiens de chasse, soit mangent toutes les bestioles qu'il y a autour, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand il y a des patous, 4-5 patous sur un écosystème, le patou prend toute la place. Donc il y a ces problématiques avec la chasse, mais il y a les problématiques aussi avec les promeneurs. Vous savez très bien qu'avec les randonneurs, il y a des problèmes avec les morsures, avec les personnes qui ne peuvent plus se promener tranquillement dans nos montagnes. Et le souci, c'est que ces chiens de protection, on nous les a imposés. On nous a imposé le loup dans nos terres d'élevage. Et vous savez très bien que pour prétendre à une indemnisation quand on est en cercle 1, nous sommes obligés de prétendre à des chiens de protection, à des moyens de protection. Donc c'est une obligation. Alors c'est une obligation en élevage ovin et caprin, mais ce n'est pas une obligation en élevage bovin et équin qui est non protégeable pour l'instant. Mais vous voyez bien qu'il y a des gros problèmes de terrain. Et le statut du chien de troupeau devrait relever de l'État. Je ne vois pas pourquoi ce serait de la responsabilité de l'éleveur d'assumer toutes les problématiques liées à la possession, donc les aboiements, les morsures, les problèmes avec les voisins, avec les promeneurs. Je ne vois pas pourquoi ce serait aux éleveurs d'assumer les responsabilités des problématiques de ce qu'on nous impose pour conserver le loup sur nos terres d'élevage. Donc il y avait ce point particulier que je voulais aborder avec vous. Et il y a également un autre point particulier qui me tient à cœur, c'est la grosse problématique des vétérinaires ruraux. Nous sommes donc dans le Massif central. Je peux vous dire qu'on souffre énormément du manque de vétérinaires ruraux. Alors il y a un télescopage au niveau de l'Europe et de la France, parce que dans votre loi d'orientation, vous avez bien ciblé la problématique du manque de vétérinaires ruraux, et c'est très bien. Le souci, c'est que vous voulez donner un peu plus de responsabilité peut-être à des salariés ou à des assistants vétérinaires. Et nous, à la coordination rurale, nous estimons qu'il est important de rappeler le rôle de l'éleveur infirmier. Alors, quand je vous dis que ça se télescope avec le bien-être animal, c'est parce que nous sommes en conflit avec la loi de santé animale européenne qui nous interdit d'avoir une pharmacie, nous, sur nos exploitations. Donc, comment gérer les urgences quand vous appelez et que vous n'avez pas de vétérinaire sur place? Ce n'est pas les assistants vétérinaires qui vont venir non plus. Il y a des soins que nous sommes capables de faire, des injections, des soins même minimes. Alors, je vais parler un peu technique, Monsieur Dubois comprendra. Quand je dis de remettre une matrice, nous, on a actuellement des vétérinaires qui vont partir à la retraite, qui nous disent on va vous montrer comment remettre une matrice, parce que nous, de toute façon, on sera incapable de venir. Il n'y a plus personne pour venir faire les soins ruraux. Alors, la prophylaxie, oui. Soigner les chiens et les chats, oui. Alors, ce n'est pas un problème de nombre de vétérinaires, c'est un problème de localisation. C'est-à-dire que les vétérinaires sortent assez nombreux de l'école d'infirmière, en sachant qu'il y en a quand même une bonne partie qui n'exercent pas, même avec leur diplôme, et qui après vont choisir de soigner les chiens et les chats beaucoup plus rémunérateurs et beaucoup moins dangereux. Et c'est un gros souci, non seulement en bien-être animal, parce que quand vous avez une bête qui est en urgence ou qui souffre, eh bien, si vous attendez le vétérinaire, la bête souffre d'autant plus. Nous avions des protocoles qui pouvaient être mis en place jusque-là, c'est-à-dire qu'on voyait avec notre vétérinaire sanitaire, vous savez qu'on a un vétérinaire sanitaire à déclarer chaque année, enfin, chaque année il fait une visite d'élevage, mais de toute façon on a un vétérinaire sanitaire à déclarer auprès de la DSV et de la DDT. Donc avec ce vétérinaire, nous avions mis en place des protocoles pour les veaux, pour les soins quotidiens, enfin voilà.
Et ces protocoles ne sont plus possibles parce que nous n'avons plus le droit de détenir, par exemple, un antibiotique si nous n'avons pas un numéro de bête en face délivré par le vétérinaire. Alors que, bon, vous savez très bien comme moi que si vous êtes face à une urgence, je vais vous parler d'une urgence toute bête, vous avez une jument qui pouline et qui est en fourbure. Si vous n'avez pas de finadine, si vous n'avez pas de vétérinaire sous la main pour venir tout de suite, la jument, vous la laissez mourir. Pour une colique, c'est pareil. Donc vous voyez, il y a vraiment des urgences qui peuvent être traitées par l'éleveur infirmier. Et je pense qu'au lieu de vous concentrer sur les salariés et sur les assistants vétérinaires, il est important de vous concentrer sur l'éleveur. On connaît notre cheptel, on le mène en bon père de famille. Donc en relation avec notre vétérinaire sanitaire, je pense que c'est important de nous laisser la main sur notre élevage. Donc j'espère que vous l'entendrez également. Après, je vais conclure parce que je vois que je suis déjà à 12 minutes, donc je ne vais pas, vous monopoliser la parole, mais il est question aussi de fonds d'investissement alternatifs dans un de vos articles. Et j'attire votre attention également sur ce groupement foncier agricole d'investissement. Nous avons des craintes qu'il y ait, pareil, une perte du foncier agricole. Le foncier agricole doit rester aux agriculteurs et pas à des investisseurs qui s'en serviront pour défiscaliser. Voyez. Et il est important que nous restions maîtres de nos terres agricoles. Alors, il y a ce groupement foncier agricole, mais il y a également le photovoltaïque dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est important de laisser la terre aux agriculteurs pour nourrir la population. Voilà. Et pour conclure, je pense que cette proposition de loi est loin des attentes concrètes que vous pouvez avoir du terrain, mais alors très très loin. On ne comprend pas l'intérêt de former 50 000 formateurs supplémentaires, de refaire... on parle de simplification et puis vous nous parlez de recréer France Service Agriculture, vous voyez on a du mal à comprendre le cap réel de cette proposition de loi. Nous, on ne vous demande pas de créer un feuillet supplémentaire administratif, de créer des emplois supplémentaires. Tout ce qu'on demande, c'est d'être entendu sur des points particuliers. Quand je vous parle des vétérinaires, quand je vous parle de la prédation, quand on vous parle de protection des producteurs français, par rapport au traité de libre-échange. Déjà, rien que dans la définition de la souveraineté alimentaire, je reviens dessus, mais c'est très important à mon sens, rien que la définition de votre souveraineté alimentaire ne correspond pas aux attentes du terrain. Donc, j'espère que vous avez bien entendu mes arguments et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Madame Rebière, pour votre exposé. Vous me permettrez quelques remarques liminaires avant de laisser la parole à mes collègues et aux orateurs des groupes. D'abord, ce n'est pas encore notre texte, madame, puisque ce texte ne nous est pas encore parvenu pour être étudié d'abord ici en commission, puis en séance publique. Et nous attendons, et vous avez fait quelques remarques sur le texte, sur des éléments que vous aviez pu avoir ou appréhender. En tous les cas, nous n'avons pas la version définitive de ce texte, puisqu'il sera présenté le 3 avril prochain en Conseil des ministres. Et c'est sur cette base-là que nous aurons, nous, à nous présenter. Et c'est à ce moment-là où ce texte deviendra véritablement le nôtre, c'est-à-dire au moment où nous l'aurons examiné dans sa complétude. La deuxième chose, c'est que ici, vous avez des parlementaires qui sont présents cet après-midi, qui connaissent parfaitement la réalité du monde rural, puisqu'ils en sont tous, ou quasiment tous, issus. Et pas un ne considère ici que les agriculteurs sont, vous l'avez dit, et je reprends vos termes, les idiots du village. Parce que c'est inconvenant, parce que ce n'est pas la réalité, et ce n'est pas la réalité de la représentation nationale que de considérer cela. Pour autant, nous considérons, nous sommes un certain nombre en tous les cas à considérer, que la formation est un élément, est un facteur essentiel dans le parcours aujourd'hui d'un agriculteur. Et que cet agriculteur ait une formation de bachelor, une formation de niveau bac ou bac plus 3 ou d'ingénieur, il doit avoir la capacité de pouvoir conduire son exploitation, quel que soit le modèle d'exploitation qu'il a choisi et qu'il a souhaité mettre en œuvre. Ensuite, ce texte, c'est une loi d'orientation. Une loi d'orientation, c'est tous les 10 ans. La dernière loi d'orientation, elle remonte à 2013. Nous avions voté
j'étais déjà député à l'époque, nous avions voté la loi d'orientation portée par Stéphane Le Foll et dont le titre chapeau, si j'ose dire, était l'agroécologie. Et aujourd'hui, personne ne viendrait remettre en cause ce qu'est l'agroécologie et ce qu'elle a apporté dans notre agriculture au niveau national. De plus, ce projet de loi, cette loi d'orientation, elle ne rentre pas dans un certain nombre de sujets que sont le revenu, que peuvent être un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, mais elle oriente autour d'un chapeau principal qui est la souveraineté alimentaire. Et comment nous parvenons à cette souveraineté alimentaire à travers la formation des agriculteurs, à travers le renouvellement des générations, à travers la transmission des exploitations, à travers la lutte contre les changements climatiques pour justement permettre à ce que nous ayons des exploitations compétitives et qui puissent répondre aux demandes de la société. Et comment, parce que nous avons rajouté un chapitre, et nous l'avons souhaité, faire en sorte que nous puissions simplifier, et vous y avez fait référence, simplifier un certain nombre de normes, un certain nombre de réglementations auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Je parle notamment de la question des haies, que vous connaissez certainement bien en Corrèze, puisqu'il peut y avoir quelques ressemblances avec quelques départements normands et bretons de ce point de vue-là. Et comment, aujourd'hui, nous considérons que nous pouvons emmener toute une génération agricole pour les 10 prochaines années à atteindre ces objectifs de souveraineté alimentaire. Et dès lors, il est prévu qu'un certain nombre de services qui puissent être utilisés par les agriculteurs ou non, en collaboration avec les chambres d'agriculture, en collaboration avec les organisations syndicales qui sont présentes sur les territoires, de pouvoir faire en sorte que nous ayons un ensemble qui soit à la fois cohérent de services, mais aussi un ensemble cohérent qui nous permette d'atteindre l'ensemble de ces souverainetés auxquelles nous croyons. Et la souveraineté alimentaire, quels que soient les objectifs que nous et les choix d'orientation de production que vous pouvez faire ou que nous pouvons faire, elle doit s'incarner sur l'ensemble du pays, à savoir une agriculture qui alimente et nourrit bien évidemment nos compatriotes en circuit court, mais aussi de pouvoir exporter également dans d'autres pays. Et c'est l'objet des accords internationaux auxquels vous avez fait une référence tout à l'heure. Voilà les points sur lesquels je souhaitais compléter vos propos avant de laisser la parole aux orateurs des groupes, et bien rappeler bien évidemment qu'avec la souveraineté alimentaire, une des obligations et une des priorités, bien évidemment, c'est la question du revenu, qui va se traiter aussi sur d'autres textes, puisque, comme vous le savez, nous avons choisi de mettre des missions. Il y a une mission ici dans la commission chargée d'évaluer la loi Egalim 2, et il y a une mission gouvernementale qui est chargée d'évaluer aussi la loi Egalim les lois Egalim dans leur ensemble. Et c'est sur ces sujets-là que nous pourrons aussi travailler sur la répartition de la valeur. Voilà ce que je souhaitais ajouter, Madame Robière. Je vais donc passer la parole pour le groupe Renaissance à Monsieur Pascal Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Et donc, Madame Robière, ça sera un Limousin de naissance de la Haute-Vienne, département voisin de la Corrèze, qui prend la parole en premier et qui a fait passé ses adaptations régionales au lycée agricole d'Obja, à côté de Tulle. Donc, il doit vous parler également. Les crises successives des dernières années ont mis en lumière les fragilités de notre agriculture. La guerre en Ukraine, en provoquant la hausse des coûts de l'énergie, des engrais azotés, a révélé une forme de dépendance et a démontré combien l'énergie pèse désormais dans le coût de production de notre alimentation. Il existe par ailleurs un double constat, la forte baisse du nombre d'exploitations agricoles et les perspectives peu encourageantes de l'arrivée difficile de nouvelles générations. Côté puissance publique, la prise de conscience que l'empilement des normes, la complexification des dossiers et l'allongement des procédures dues à la multiplication des recours constituaient autant de freins à l'émergence de projets agricoles en tout genre. Dernièrement, les problématiques liées à la négociation des traités commerciaux internationaux ont ressurgi, mettant en lumière
lumière le sujet d'importance capitale que constituent les clauses miroirs. La colère des agriculteurs, qui a reçu le soutien massif de nos concitoyens, pose le débat de notre souveraineté, ou plutôt de notre indépendance alimentaire. Il m'apparaît donc que la colère du monde agricole, forte du soutien massif qu'elle a reçu, est l'occasion de pousser le curseur peut-être un petit peu plus loin que nous n'aurions pu le faire sans cette prise de conscience populaire. Outre le ras-le-bol exprimé dans le monde rural attend que soit défini de façon nette le modèle agricole que nous voulons. La loi d'orientation qui est présentée a pour ambition de retisser les liens entre le monde agricole, la société, et ses ambitions sont clairement établies. La loi affirmera ainsi le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de l'aquaculture, en tant qu'elle garantisse la souveraineté alimentaire. Par ailleurs, dans le but de renouveler les générations d'agriculteurs, les seuls descendants d'agriculteurs n'y suffiront pas. Le projet de loi a donc également pour ambition de mieux faire connaître les métiers de l'agriculture, tant en amont qu'en aval. Adapter les formations est un enjeu pour l'agriculture de demain. L'empilement des réglementations a effectivement été également comprise par la puissance publique, et le gouvernement a entamé un chantier. Un certain nombre de députés, en tout cas de la majorité, accompagnent la mise en œuvre de simplification, et nous serons également vigilants dans le cadre de la loi à ce que nous puissions aller également dans cette direction. Mais Madame Rebière, j'aurais voulu vous interroger d'une façon beaucoup plus large, en essayant de vous laisser suffisamment de temps. Quelle est votre vision de l'agriculture pour les 10 à 20 ans qui arrivent ? Vous avez 2 minutes, madame. Merci. Alors, ça va être... Merci, monsieur Lagarde. Il va falloir être concis et précis. Ma vision... Oui. Ma vision de l'agriculture pour les prochaines années, c'est d'abord de traiter le principal mal de l'agriculture, c'est-à-dire d'avoir des prix rémunérateurs. Tout le problème vient de là. Ce n'est pas la peine de tergiverser sur les installations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant que nous aurons en concurrence des produits qu'on trouvera moins chers et qui n'obéiront pas aux normes que nous avons, nous, sur le territoire français, nous ne pourrons pas nous en sortir et nous ne pourrons pas être attractifs. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'est des prix rémunérateurs et une protection, donc européenne et française, de l'agriculteur français et de nos productions d'excellence. Merci, madame. Je passe la parole pour le groupe Rassemblement national à monsieur Lionel Tivoli. Oui, Monsieur le Président, Madame Ribière, je vous remercie de participer à cette audition sur un projet de loi que le gouvernement nous promet déjà depuis un certain temps. C'est un fait, la perte de souveraineté agricole et la baisse du nombre d'agriculteurs ont de quoi inquiéter. Près de 14 000 fermes auraient disparu dans notre pays depuis septembre 2022. La situation est particulièrement critique dans plusieurs territoires. Dans le département de la Meuse, par exemple, 15% des structures d'élevage ont disparu au cours de ces 8 dernières années. Dans le département des Alpes-Maritimes, dont je suis élu, le nombre d'exploitations agricoles aurait diminué de près de 40% en 10 ans. Quant au solde commercial agricole, il s'établit en 2023 à seulement 1,2 milliard d'euros, soit 4 fois moins qu'en 2022. Face aux manifestations, le gouvernement a une fois encore beaucoup promis. Il est pourtant difficile d'estimer l'effet qu'ont eu ces promesses, car les réunions organisées dans les préfectures, notamment dans les 2 départements cités, ne permettent pas d'avoir de renseignements précis. Ce projet de loi parle notamment de la souveraineté agricole comme étant de l'intérêt général majeur, du caractère stratégique, du renouvellement des générations. Il est même question de faciliter l'accès au foncier agricole, mais tout ceci reste très vague. Tout le monde est d'accord sur les constats, mais une fois encore, le gouvernement n'apporte pas les bonnes réponses. Souveraineté alimentaire encore trop marquée par le choix d'une agriculture suradministrée, parcours d'installation et de transmission encore et toujours complexe et contraignant, nouveaux dispositifs fonciers agricoles qui risquent de défavoriser les exploitations familiales, etc. Dommage que les amendements déposés par le groupe RN lors de la loi de finances 2024 pour exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission des exploitations agricoles aient été rejetés par la voie du 49.3. Par ailleurs, les signatures d'accords de libre-échange se poursuivent et le vote du Sénat contre le CETA, comme celui de l'Assemblée nationale si elle en était saisie, pourrait être ignoré. C'est pourquoi je souhaite connaître la position de la coordination rurale. Pouvez-vous nous dire, madame, si selon vous, ce projet de loi est de nature à apporter satisfaction au monde agricole? Pouvez-vous nous dire s'il répond aux attentes et aux doléances que vous portez depuis des mois devant les préfectures de nos départements? Ou s'agit-il encore d'un faux semblant et d'un énième coup de communication Pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je vous ai coupé le sifflet, comme on dit. Merci, monsieur Tivoli. Vous aviez terminé, je pense. Madame Rebière.
Donc, pour reprendre mes propos de tout à l'heure, je pense que la proposition de loi est complètement à côté des attentes de terrain. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la peine de vouloir former plus, former mieux, alors que c'est déjà le cas. Nous avons déjà des formateurs et des formations sur place qui fonctionnent très bien. Le souci, c'est que, vous voyez, moi j'ai un fils qui veut reprendre l'exploitation agricole derrière nous. Là, il est en lycée agricole, c'est un très bon élève. Il n'aura aucun souci à avoir ses diplômes. Il a la formation pratique tous les jours, mais on se demande si on a bien raison de l'envoyer dans cette voie, parce que quand on voit la tournure que prennent les choses, ben, on a peur d'installer des jeunes en agriculture. Donc on pense qu'ils ne pourront pas vivre de leur métier. Et tout le souci est là. Tout le souci est là, c'est ce qu'on martèle depuis le début, c'est-à-dire de protéger nos prix de coût, nos prix de revient. Tant que nous ne vivrons pas de notre métier, c'est pas la peine de faire des lois, des propositions de loi et d'en parler pendant des heures. Tout ce qu'on veut, c'est un peu de protection et un peu d'aide. Alors, on veut pas des aides, hein, on en a marre d'être arrosé d'aide. On n'est pas là pour demander l'aumône, mais nous voulons vivre dignement de notre métier. Merci, madame. Je passe la parole pour le groupe La France Insoumise à madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je me félicite qu'il y ait ces auditions qui soient faites, organisées avec les syndicats agricoles avant cette loi d'orientation agricole, si tant est qu'elle soit bien examinée un jour. D'abord, je voudrais dire que voilà, nous avons été à l'écoute, dans mon groupe politique La France Insoumise, à l'écoute des mobilisations des agriculteurs qui ont bien raison de s'être mobilisés comme ils l'ont fait et comme ils continuent à le faire pour tout simplement pouvoir vivre dignement de leur travail. Et je crois que c'était ça le cœur de vos mobilisations, des prix rémunérateurs. Et malheureusement, ce n'est absolument absent aujourd'hui dans toutes les façons d'offrir des prix et des revenus dignes. Il n'y a rien dans cette loi d'orientation agricole qui réponde à vos préoccupations. Alors on peut peut-être comprendre que c'est pour ça que c'est encore reporté, cette loi d'orientation agricole. Moi, je dirais même plus que ça, c'est que la politique actuellement menée, c'est en l'état, cette loi d'orientation, une loi de destruction de l'agriculture familiale. Je m'explique. Parce qu'il y a à la fois une loi vide en matière de revenus dignes, faire en sorte qu'il y ait du renouvellement des générations d'agriculteurs, et en même temps, eh bien, ce gouvernement appuie mordicus des accords de libre-échange qui vont à nouveau fragiliser les revenus des agriculteurs. Et évidemment, je pense à l'accord entre l'Union européenne et le Canada, que j'espère bien que nous aurons sur la table de l'Assemblée nationale. Je ne compte même plus les angles morts de ce texte en matière de filière, en matière de marge, en matière de protection sociale et de foncier. Je vous rejoins tout à fait sur ce GFAI, ce groupement foncier qui, pour l'instant, est surtout un outil de spéculation foncière à nouveau, et tout à fait d'accord avec vous aussi sur cette définition de la souveraineté alimentaire dans cette loi d'orientation. Ça commence très mal, en fait, dans cette loi, dès cette première définition, puisque c'est très loin de la définition qui avait été posée par les mouvements paysans dès les années 90, qui n'a rien à voir avec la définition qu'elle a. Je rappelle, la souveraineté alimentaire, c'est le droit de chaque peuple de pouvoir définir ses propres politiques agricoles et de définir l'agriculture qu'elle souhaite, à l'inverse évidemment totalement de la multiplication des accords de libre-échange que soutient ce gouvernement et cette majorité présidentielle. Et donc évidemment, nous continuerons à être à votre écoute et nous serons ravis de vous entendre à nouveau quand nous aurons peut-être un nouveau texte. Voilà. Mardi prochain, madame Trouvé. Je l'espère, comme c'est reporté à chaque fois. Si, on l'espère, mais mardi prochain. Merci, monsieur. Mais le texte sera examiné bien évidemment, et on en a l'assurance, examiné en Conseil des ministres le 3 avril. Donc, nous l'aurons à l'issue. Madame, c'est à vous. Oui, alors, pour revenir un petit peu sur la proposition de loi, quand on regarde un petit peu le texte dans son ensemble, on voit que le mot revenu agricole ne figure que 2 fois dans le préambule et après on n'en parle plus beaucoup, tandis qu'on parle énormément de transition agroécologique et de transition climatique. Donc on a aussi l'impression que cette proposition de loi parle énormément de climat, de transition écologique, mais oublie complètement le nerf de la guerre qui est le revenu de l'agriculteur. Et il est important de recentrer les préoccupations du monde agricole et d'écouter enfin les problématiques de terrain, parce que si ça fait des mois que nous sommes dans la rue, c'est parce que nous ne pouvons plus payer nos factures. Et concrètement,
il y a des propositions à mettre en place. Ça fait des mois que nous vous donnons des propositions pour sortir de la crise. Donc nous aimerions bien que ces propositions arrivent dans ces propositions de loi et puissent être mises concrètement en place sur le terrain. Merci, Madame Rebière. Je passe la parole pour le groupe Les Républicains, Monsieur Francis Dubois. Merci, Monsieur le Président. Chère Amélie, agricultrice à Saint-Bonnet-Prébord en Corrèze. Mes chers collègues, le début de l'année a été marqué par la crise profonde traversée par le monde agricole, une crise latente que tout le monde sentait venir en région d'élevage, sauf peut-être le gouvernement. Ainsi, plusieurs mois après les revendications légitimes de nos agriculteurs, la loi tant attendue, la fameuse PLOA, est encore reportée d'une semaine après avoir été repoussée de mois en mois, alors que le président de la République avait annoncé que les concertations étaient achevées. Un manque de considération, diront les autres, un manque de conscience du désarroi agricole, diront les autres, voire un manque de sérieux, sûrement les trois d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, espérons que le texte sera cette fois-ci cohérent et répondra aux attentes du monde agricole. Force est de constater que depuis le mois de janvier, la colère n'est pas retombée. Cette colère, c'est le cri de la ruralité, c'est le cri du cœur de nos paysannes, de nos paysans et de toutes les familles qui sont en détresse. C'est aussi le cri du cœur de tous les Français qui ont largement soutenu votre mouvement, conscients que c'est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu et la qualité de notre alimentation dont dépend notre santé et celle de nos enfants. Le constat semble simple, les agriculteurs veulent vivre dignement de leur travail en étant mieux rémunérés. C'était l'enjeu des lois Egalim qui ne sont pas suffisamment appliquées, trop peu d'entreprises d'agroalimentaire ou de la grande distribution ont été contrôlées et aucune amendée. Pourtant, cela permettrait aux agriculteurs de faire face à la hausse des charges, encouragerait le renouvellement des générations, rendant leur métier plus rémunérateur, plus attractif et donnerait en plus à nos agriculteurs la possibilité de renforcer leurs moyens matériels et humains. Il est donc primordial de donner un cap. D'une part, s'agissant des mesures conjoncturelles, pour répondre à la crise, notamment sur la trésorerie des agriculteurs, sur l'application et le contrôle des lois Egalim, sur la surtransposition normative à la française, sur les éco-régimes et le GNR, concrètement, quels résultats constatez-vous aujourd'hui ? S'agissant des annonces faites sur l'emporte-pièce au Salon de l'Agriculture par la Présidente de la République, notamment sur les prix planchers, prenant à contre-pied son ministre de l'Agriculture et le plaçant ainsi en situation de désarroi. Quelles sont vos positions sur ces prix planchers ? D'autre part, sur les mesures structurelles au sein du projet de loi préparé par le gouvernement, ce texte complexifie et suradministre tant sur l'installation et la transmission que sur la formation, alors que vous demandiez la simplification et du pragmatisme. Sur les sujets majeurs attendus par la profession, comme les modèles économiques, les filières, l'eau et ses usages, l'allègement de la fiscalité, rien, nada. Qu'en pensez-vous et quelles doivent être, selon vous, les priorités à figurer dans la PLOA ? Merci, Monsieur le député. Bien. Alors les priorités, ça fait partie des propositions de la coordination rurale depuis longtemps. Il y a les problématiques de trésorerie, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. Alors ça peut paraître des mesures à court terme, mais c'est des mesures très importantes parce que ça donne un peu d'air aux agriculteurs pour payer leurs dettes et puis pour pouvoir se réorganiser. Donc nous demandons une année blanche depuis très longtemps au niveau des cotisations MSA et un accompagnement des banques également avec une année blanche, avec un report sur le tableau à étudier au cas par cas. Donc c'est ce premier point de trésorerie. Et le deuxième point de trésorerie, c'est la revendication que la CRA a depuis aussi quelques mois, c'est d'avoir le GNR à 1 € TTC plafonné. C'est-à-dire que le GNR est notre outil de travail et il ne faut pas oublier que c'est un gros poste de dépense sur les exploitations agricoles. Donc nous ne comprenons pas pourquoi nous avons le GNR autant taxé alors que les pêcheurs ont le GNR détaxé et que les yachts et les bateaux de croisière ont quand même le GNR détaxé. Donc, quand le gouvernement nous dit que c'est un problème de manque à gagner si on détaxe le GNR, mais taxer les yachts des millionnaires et milliardaires, taxer les bateaux de croisière, parce que franchement, quand on parle d'écologie, voilà, on voit ce que ça donne, taxer ceux qui peuvent payer les taxes, mais laissez-nous travailler, parce que le GNR fait partie aussi des mesures de trésorerie. Alors après, tu parlais des éco-régimes, il y a un gros souci également, parce que vous voyez bien qu'on nous a demandé d'être de bons élèves au niveau agroécologique, de pouvoir prétendre à une éco-conditionnalité pour la PAC, en nous disant on va vous baisser les primes animales en faveur du bio. Très bien, alors que le marché du bio est complètement surchargé, donc voilà. Mais vous savez également que les éco-régimes qu'on nous avait promis ne sont pas payés à 100%. Donc c'est un manque à gagner également au niveau des trésoreries. Alors c'est des primes, ça je vous l'accorde, hein. Nous depuis le début on dit des prix, pas des primes, mais d'un autre côté on est dans un système où on ne peut pas vivre sans les primes.
Et quand on nous dit qu'il faut prévoir tel ou tel aménagement au niveau du territoire qui sont coûteux malgré tout pour les agriculteurs et qu'en échange vous aurez des primes à l'hectare qui ne sont pas versées aux agriculteurs, c'est un manque à gagner au niveau de la trésorerie également. Et alors la loi Egalim, pour faire court, il y a la loi Egalim 1, 2, 3, il y aurait la loi Egalim 15, on en serait toujours madame. au même point. Vous pourrez revenir après si vous souhaitez en conclusion. Merci Madame Rebière. Je cède la parole pour le groupe Gauche démocrate républicaine à Monsieur Sébastien Jumel. Merci Président, merci Madame. D'abord, merci de ne pas employer la langue de bois, ça fait du bien dans cette commission. Merci de poser un regard lucide sur un diagnostic que nous partageons. Le projet de loi tel que nous le connaissons est une coquille vide, décalée et déconnectée de ce que nous avons entendu dans nos territoires respectifs. Je suis député normand et je vois à quel point la filière laitière notamment souffre de la question centrale, absente du projet de loi, des prix rémunérateurs couvrant les coûts de production. Et merci d'une certaine manière d'indiquer que tout le discours sur la souveraineté alimentaire n'a de sens que si on se donne les moyens de protéger la souveraineté alimentaire, notamment des traités de libre-échange. J'ai donc des questions assez simples à vous poser. On verra le texte tel qu'il nous parviendra, mais la connaissance que nous en avons, c'est que c'est une coquille vide. Comment pouvez-vous nous aider à durcir la définition de la souveraineté alimentaire? Première question. Deuxième question, à l'initiative du groupe communiste au Sénat, nous avons obtenu un vote contre le traité de libre-échange avec le Canada. Le groupe communiste à l'Assemblée envisage de faire en sorte que nous puissions voter à nouveau le 30 mai prochain. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que ça vous semblerait utile que le Parlement s'exprime contre ce traité de libre-échange, y compris comme un symbole d'attachement renouvelé à la souveraineté alimentaire? Enfin, dernière question, aidez-nous à continuer à faire pression pour qu'on puisse densifier ce texte, parce que je vais vous livrer une confidence. Quand un texte est une coquille vide, il est difficile à amender et à enrichir parce qu'on se heurte à ce qu'on appelle chez nous dans le jargon l'article 40, l'article 45. Au bout du compte, on ne peut pas faire dire au texte qui n'a pas prévu qu'on dise. Vous avez encore, dans votre force de mobilisation, dans votre force de conviction, les moyens de renforcer ce texte, parce que si nous ne répondons pas présent, moi je pourrais me dire, bon c'est bien, les marcheurs, une fois de plus, sont à côté de la plaque. Mais ça ne me réjouit pas, parce que si les marcheurs sont à côté de la plaque, alors c'est l'agriculture qui continuera à être étouffée, et ça, personne ne peut s'en réjouir. Donc voilà mes questions et l'état d'esprit qui est le mien. En partage, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous longuement au Salon de l'Agriculture, mais c'est bien que vous soyez là. Merci Monsieur Jumel. Madame Rebière. Donc, pour la souveraineté alimentaire, je pense qu'il est important de recentrer la souveraineté alimentaire au niveau français. Quand on parle de souveraineté alimentaire, même à l'échelle de l'Europe, il faut savoir que nous ne sommes pas soumis forcément aux mêmes normes au sein de l'Europe. Vous savez bien que les normes sociales, le SMIC par exemple, en France n'est pas le même qu'en Roumanie ou que dans d'autres pays. Donc rien que ça déjà, nous ne pouvons pas être compétitifs. Et il est important que cette souveraineté alimentaire soit recentrée au niveau français. Après, quand vous parlez du CETA, il est primordial pour nous que l'Assemblée nationale se positionne sur la ratification ou non du CETA. Alors, nous savons très bien que Mme Hayet a dit que, quel que soit le positionnement du Parlement, de toute façon, le CETA serait discuté en Europe et passerait quand même, nous ne faisons pas d'illusions. Mais vous savez quand même que le CETA n'est franchement pas en faveur du producteur français ni du producteur canadien. Quand vous parliez des laitiers, Lactalis, qui étrangle les producteurs laitiers français, qui leur achètent pour une misère le lait, le revend à prix d'or au Canada grâce à des subventions canadiennes quand même. Donc vous voyez que tout le monde est floué dans ce traité de libre-échange et il faut arrêter de croire qu'on a besoin de sacrifier notre agriculture pour avoir des traités mondiaux. Depuis quand nous avons besoin de sacrifier l'agriculture et nos produits d'excellence pour pouvoir vendre des voitures ou récupérer du lithium?
Merci Madame Rebière. Je cède la parole pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur David Topiac. Merci, Monsieur le Président. Madame Rebière, merci pour votre participation à notre audition aujourd'hui. Alors, je suis du département du Gers, du Sud-Ouest, où toute cette contestation est un petit peu partie il y a plusieurs semaines maintenant. J'ai mené pendant la semaine du Salon de l'agriculture un débat où on a associé les chambres d'agriculture, les régions de France et l'ASP et la ministre en charge de la souveraineté alimentaire sur la décentralisation et la déconcentration des politiques publiques agricoles, avec en arrière-pensée la nécessité d'adapter nos normes aux spécificités des territoires, mais aussi des filières, des productions. On voit qu'il y a énormément de disparités en France. De simplifier, de rationaliser aussi les contrôles. On voit que les contrôles se multiplient entre ce qui est demandé au niveau national, au niveau régional ou autre. La coordination des politiques publiques et des cahiers des charges également, qu'on va se multiplier, suivant si on a affaire à la région ou à l'État. Et évidemment, tous les enjeux de surtransposition que l'on peut retrouver. Voilà. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus, si vous considérez que c'est une opportunité, la décentralisation d'un côté. Et quand je parle de déconcentration également, c'est la nécessité, de mon point de vue, de renforcer les équipes territoriales, notamment au niveau des DDT, où on voit un engorgement actuellement pour gérer les dossiers, les instruire, et avec des retards de paiement de la PAC qui commencent à être assez préoccupants. Il a été évoqué les prix planchers tout à l'heure, je l'associerai aux clauses miroirs et à la loi Egalim. On a un débat en ce moment qui va arriver prochainement en séance qu'on a eu hier en commission sur une proposition de loi du groupe écologiste. Un premier texte est passé, il arrivera à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes favorable au prix plancher ? De mon point de vue, cette disposition, si elle devait aboutir, doit être intimement liée à des clauses miroirs, parce qu'on ne peut pas se mettre en place des prix planchers sans avoir une maîtrise de la concurrence et des normes des produits que nous acceptons en France, mais aussi l'application des lois Egalim, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ni l'application, ni le contrôle de l'application n'est exercé. Et je souhaite vraiment qu'il y ait un rapport là-dessus qui doit être mené prochainement avant qu'on envisage une nouvelle loi. L'accès au foncier qui n'est toujours pas inclus dans cette loi, je vois votre avis, ça me préoccupe beaucoup. Et l'adaptation au changement climatique, avec des sujets qui me sont chers, l'assurance récolte, qui au bout d'un an semble inefficace, qui pose un sacré problème, et nous dans le Sud-Ouest, en première ligne sur le changement climatique, très impacté. L'accès à l'eau qui est peu évoqué ou pas évoqué, qui reste une problématique importante aussi pour faire face au changement climatique. Vous l'avez dit, les pratiques agricoles, notamment les éco-régimes, dont le paiement n'est pas du tout au rendez-vous. On voit qu'aujourd'hui, le budget est largement insuffisant et le montant à l'hectare n'est pas au rendez-vous. Et puis, effectivement, c'est d'accompagner nos agriculteurs parce qu'il y a de nombreuses attentes, exigences sociétales du consommateur, mais qui n'est pas assumée par le citoyen. Je pense notamment à tous les labels que nous avons, HVE ou autres, et beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la viticulture dans mon département, mais je sais ailleurs aussi, et qui ne permet pas de traiter forcément comme ils le faisaient avant. Donc ils évoluent dans leur pratique, mais dès qu'il y a un pépin, notamment avec des aléas climatiques, ils ne sont plus soutenus. Et donc on a besoin de puissance publique là-dessus. Je voudrais avoir votre avis sur tous ces sujets. Merci Monsieur Topiac. Madame Rebière, allez-y. Je peux répondre plus Allez-y, longtemps, un petit peu. Oui, je vous laisse un petit peu plus de temps. Bon, alors, pour la décentralisation et renforcer la DDT, je pense qu'en fait, s'il y avait moins de normes et si la PAC, la mise en place de la PAC était quand même moins compliquée, on n'aurait pas besoin de renforcer sur le terrain les effectifs et on aurait moins de retard de paiement. Parce que tout le problème vient de là aussi, de la problématique de la PAC. Nous pensons qu'il faut repenser la PAC de toute façon. Ça fait partie aussi des revendications de la coordination rurale. On pense que la PAC, au lieu de la réfléchir sur 5 ans, il faudrait la réfléchir sur 10 ans déjà. Parce que vous n'avez pas une entreprise en France qui a une vision que sur 5 ans. Parce qu'on change complètement la donne au bout de 5 ans. Donc vous imaginez, on n'a pas d'emprunt qui dure 5 ans. On a des emprunts des fois qui durent 10 ans, 12 ans. Si on avait une vision déjà de politique agricole sur 10 ans, ce serait déjà une bonne chose. Après, pour ce qui est des prix planchers, je sais qu'il y a des propositions de loi peut-être qui sont dans les tuyaux, et c'est bien de s'y pencher. Il faudra faire néanmoins attention à ce que les prix planchers ne deviennent pas des prix plafonds. Et de toute façon, quand vous parliez de clauses miroirs et de traités de libre-échange à côté, même si vous avez des prix planchers, surtout quand vous produisez du vivant, quand vous produisez des céréales, vous pouvez les stocker, vous pouvez spéculer. Quand vous produisez du vivant, de toute façon, tant que l'acheteur en face trouvera moins cher
même avec vos prix planchers, ici, il vous dit, moi, je ne prends pas ton veau ou je ne prends pas ta vache, on n'a pas de moyen de pression, quoi. Donc le prix plancher, il faudra bien y réfléchir, mais tant qu'on n'aura pas de clause miroir ou de protection, un minimum de nos productions, ça ne sera pas possible. Et après, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur d'autres sujets. Très bien, pas de problème. Je vais passer aux interventions individuelles. Nous allons commencer par Madame Nicole Lepé, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Et j'entends votre passion, moi-même agricultrice. Je vais orienter mon propos sur 2 sujets. Un, la construction ou le foncier agricole. Et 2, l'eau. Alors, votre syndicat proposait d'insérer dans le projet de loi d'orientation une disposition qui permettrait d'assouplir les règles d'encadrement, encadrant du moins l'exception permettant à un agriculteur de faire construire sur ses terres un bâtiment d'habitation. Je suppose que c'est à usage unique, vous avez dû le comprendre comme ça. L'article L151-11 du Code de l'urbanisme, tout en protégeant les terres agricoles, en raison de leur intérêt agronomique, biologique ou économique d'ailleurs, prévoit ces exceptions qui paraissent au demeurant assez équilibrées. Alors les règles varient selon les communes, bien sûr, dotées d'un PLU ou d'une carte communale. Mais l'exploitant doit ainsi démontrer que la future construction possède un lien direct avec l'activité agricole, est une habitation indispensable ou constitue un prolongement de l'activité agricole. Comme nous souhaitons tous, je dirais, la simplification, qu'est-ce que vous pourriez peut-être simplifier? Qu'est-ce que nous pourrions ensemble simplifier? Merci Madame Lepé. Monsieur Vincent Rolland, pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Est-ce que depuis la crise qui s'est manifestée et dont on a fait largement état, qui traduisait le ras-le-bol des agriculteurs et agricultrices, vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir été mieux écouté, d'une part par le gouvernement, d'autre part par l'administration? Est-ce que dans l'hypothèse où le texte à venir au mois de fin avril, début mai, serait insuffisant et à côté de vos attentes et revendications, vous seriez prêt à recommencer le mouvement tel que nous l'avons connu il y a quelques semaines? C'est direct. Merci Monsieur Rolland. Monsieur Lavergne, droit de suite. Bien, je voulais réinsister, merci Monsieur le Président pour cette deuxième prise de parole, je voulais réinsister un petit peu sur la vision qu'avait la coordination rurale de l'agriculture française de demain. Est-ce que vous considérez qu'il faut que nous gagnions en compétitivité, auquel cas, pour pouvoir faire des économies d'échelle, il faut parfois agrandir les exploitations pour être plus performants, ou est-ce que vous pensez l'inverse? Merci Monsieur Lavergne. Monsieur Éric Botorel pour le groupe Renaissance. Merci Président. Non, je rebondis, j'avais 1000 questions sur les prix planchers, sur les traités, etc. Mais je rebondis sur un propos que vous avez tenu, Madame Rebière, tout à l'heure, sur les yachts qui utilisent du GNR. Depuis 2010, les seuls engins qui sont autorisés à utiliser du GNR sont les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles forestiers, les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, donc vous dire que ça n'arrive pas souvent, et les bateaux de navigation intérieure, fluviale. Je connais peu de yachts qui parcourent les fleuves. Et si vous ne répondez pas à ces critères, c'est une amende comprise entre 1 et 2 fois le montant des droits de douane étudiés, la confiscation du véhicule jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Comment pouvez-vous dire que les yachts bénéficient du GNR? Merci Monsieur Botorel. Madame Rebière, je vous laisse répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, pour prendre dans l'ordre, la première question, c'est à propos de la simplification pour pouvoir, je m'adresse à madame, pour pouvoir construire sur les terrains agricoles, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour simplifier ça? Alors, oui, mais comme beaucoup de simplifications de toute façon, parce qu'on sait très bien que de toute façon, pour être, on va dire, performant sur nos exploitations, alors surtout en élevage, vous savez bien qu'on ne peut pas habiter à 20 ou 30 km, c'est pas possible. Donc c'est important de faciliter l'installation et l'habitation des agriculteurs sur leur exploitation. Ça c'est sûr, c'est un point qu'il faudra regarder et simplifier. Après,
Pour répondre si on a été mieux écouté par le gouvernement et par l'administration. Alors l'administration, je trouve que localement sur le terrain, les préfets, la DDT ont été quand même plus à l'écoute et plus bienveillants envers nous pour des dossiers qui traînent. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas la main sur tout. Donc les dossiers qui traînent, des fois, c'est pas de leur fait. Pour des paiements PAC, par exemple, ça vient de l'ASP ou ça vient de certaines normes et certaines contraintes. Donc c'est vrai que même si l'administration locale, je parle de l'administration locale, nous entend, ils font ce qu'ils peuvent à leur échelle. Et c'est bien dommage parce qu'on a l'impression quand même que le gouvernement, depuis le début du mouvement, on a l'impression que le gouvernement fait vraiment la sourde oreille. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on demande à être protégés, ça fait des mois qu'on leur donne des visions simples de l'agriculture telles qu'on peut avoir, ça fait des mois qu'on leur donne des pistes pour sortir de cette crise et on ne nous entend pas. On ne nous entend pas quand on parle de trésorerie, quand on parle de protéger les prix des agriculteurs, de protéger les productions. On nous dit oui et puis en même temps on ratifie des traités de libre-échange avec le Chili par exemple. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est écouté, c'est pas possible. Donc forcément, vous savez que le mouvement, de toute façon, n'a jamais vraiment cessé. C'est pas parce qu'on était moins médiatisé et moins visible, parce qu'on n'était pas à Paris, que le mouvement a cessé. Le mouvement a continué au niveau local. Nous sommes toujours là pour exprimer nos revendications, puisque nous ne sommes pas entendus. Donc il faut vous attendre à ce que, de toute façon, le mouvement ne s'éteigne pas de sitôt, puisque c'est... Enfin, il faut bien que vous compreniez que c'est marche ou crève, c'est-à-dire que c'est vraiment le cri de la dernière chance. Vous avez toute une profession qui est en train de disparaître. Vous avez 400 000 agriculteurs en France qui sont voués à disparaître si on ne nous écoute pas et si on ne nous protège pas un minimum. Donc après, pour l'agriculture de demain, pour gagner en compétitivité, je ne suis pas persuadée qu'il faille agrandir les exploitations agricoles. Ce n'est pas du tout notre vision de l'agriculture. La coordination rurale estime que les exploitations agricoles doivent rester à échelle humaine. Parce que quand on parle de mal-être agricole, ça en fait partie. Plus vous allez augmenter les exploitations agricoles, plus ce sera compliqué. Il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait plusieurs générations qui vivaient sur la même exploitation agricole. Les exploitations étaient de taille moindre et le travail était dur, mais le travail se faisait avec plusieurs personnes sur l'exploitation. Actuellement, vous avez des exploitations, puisqu'on ne gagnons pas notre vie, nous sommes obligés d'agrandir parce que c'est la course aux primes et pas au prix. Et si nous avions des prix rémunérateurs, je vous assure que vous auriez des exploitations agricoles à échelle humaine et plus d'exploitations. Ce n'est pas la peine d'avoir une exploitation agricole de 300 ou 400 hectares en terre d'élevage si vous pouvez en avoir 3 ou 4 de 100 hectares qui font vivre largement une famille. Donc le but n'est pas d'agrandir les exploitations agricoles, mais plutôt de les rationaliser. Et comme nous sommes quand même... par rapport à cette loi, dans des problématiques de transition écologique, je ne vois pas quelle cohérence il peut y avoir entre transition écologique et d'un autre côté, d'augmenter la surface des exploitations agricoles. Il vaut mieux des petites exploitations. Quand je vous parle de production telle que le Vaudelet sous la mer, c'est des petites exploitations agricoles avec un produit d'excellence, mais nous n'avons pas besoin d'avoir 300 hectares. Une exploitation agricole céréalière moyenne en France, c'est 87 hectares. S'il y en a de 700 ou 800 hectares, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus vertueuses que la petite exploitation familiale de 80 ou 100 hectares? Est-ce que vous pensez que tout ce qui est gestion à côté, parce qu'on est quand même des chefs d'entreprise, donc on fait de la compta, on est chef d'entreprise, on fait de la compta, on s'occupe bien sûr de nos bêtes, on est infirmier quand on fait de l'élevage. Donc, vous voyez bien que, comme on est multitâche, plus l'exploitation est importante et plus on court vers le burn-out et le mal-être agricole. Donc, non, nous ne sommes pas en faveur de l'augmentation de la taille des exploitations agricoles. Après, pour ce qui est des yachts, je rappelle quand même que tout navire disposant d'un équipage permanent est détaxé. C'est-à-dire que... non, mais détaxé, alors pas de gasoil non routier, mais détaxé quand même au niveau de la TICPE. Voilà, mais enfin, alors, bon, excusez-moi, je me suis mal exprimée, donc c'est pas le GNR, mais c'est quand même un carburant détaxé.
Voilà. Donc, il faut savoir un peu aussi si on est en faveur de ceux qui nourrissent la population et qui ne s'en sortent pas, ou si on est en faveur des millionnaires qui ont quand même largement les moyens de payer une taxe. Oui, mais enfin, malgré tout, ils sont détaxés. On refera une session sur le transport et la production de transport. Madame Lepay, vous souhaitiez rajouter quelques éléments. Oui, je me permets, puisque le débat est intéressant. Vous notiez, concernant le stockage de l'eau et les réserves, vous demandiez la suppression de l'exigence de complétude sur les études d'impact et la diminution du délai de délivrance des autorisations. Vous pouvez nous en dire plus ? Donc, à propos des retenues ? Oui, alors pour les retenues d'eau et les retenues collinaires, c'est sûr que c'est un réel sujet parce que la coordination rurale estime que si on veut pouvoir être compétitif et avoir des exploitations agricoles qui tournent, il faut avoir de l'eau. Et vous savez que dans le sud, c'est une réelle problématique, l'eau. Après, en Nouvelle-Aquitaine, donc moi je vous parle de ma région avec la Corrèze, nous étions en rendez-vous avec M. Rousset, qui est président de la région Nouvelle-Aquitaine, et qui nous expliquait que quand la fusion des 3 régions s'est opérée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes, on ne pouvait pas faire de retenue collinaire, ce qui va changer là prochainement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est important de faire évoluer un petit peu toutes les normes et tous les verrous administratifs au niveau des retenues collinaires, mais vous savez également qu'à mon sens, il est important malgré tout de travailler en transparence et de ne pas oublier quand même de garder des garde-fous pour pouvoir faire accepter localement les projets de retenue collinaire et de retenue d'eau, parce qu'on aura toujours des oppositions aux méga-bassines comme on a pu l'entendre, et avec beaucoup de transparence et avec malgré tout un contrôle, parce que faut quand même pas faire n'importe quoi, il est important de faire bien accepter les projets localement, et c'est dans ce cas-là qu'on pourra rappeler malgré tout que l'agriculture ne peut pas se développer sans eau. Là, dans le sud, c'est catastrophique, mais avec le réchauffement climatique, on peut s'exposer à des mêmes phénomènes partout en France. Donc il est important de simplifier, mais de ne pas déroger à certains contrôles et à certains verrous, parce que, à mon sens, localement, ça pourrait être très mal pris, et l'intérêt, c'est pas qu'on soit pris pour des voyous, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des choses particulières à rajouter, madame ? Oui, mais je vous en prie, allez-y. Oui, alors, je voulais vous parler, tout à l'heure, j'ai pas pu trop prendre le temps de vous parler de la loi Egalim. Alors, on se retrouve sur le terrain avec une grosse problématique par rapport à la loi Egalim, parce que vous savez que c'est une loi qui ne fonctionne pas. Il y a eu un rapport du Conseil d'État qui dit que 17% seulement des exploitants agricoles ont pu contractualiser, donc c'est vrai que c'est problématique. Et pour vous parler de certaines productions qui peuvent souffrir de cette loi Egalim, c'est des productions d'excellence sous label qui sont en concurrence directe avec des productions agricoles industrielles. Alors, je vais vous donner l'exemple que je connais le mieux, c'est l'exemple du veau de lait sous la mer. Le veau de lait sous la mer, c'est une niche, c'est une production d'excellence qui vient en concurrence directe avec des industriels, des intégrateurs qui ne sont pas soumis à la loi Egalim. C'est-à-dire qu'en faisant le forcing et en mettant la pression auprès de certains revendeurs, certaines petites coopératives pour les veaux de lait sous la mer, le problème, c'est que quand il y avait 1 ou 2 euros d'écart du kilo, les bouchers ou les grandes surfaces faisaient le jeu de la production locale. Et actuellement, si on applique Egalim à certaines productions, comme le veau de lait sous la mer, on aura un delta de 5 ou 6 euros par rapport à l'élevage industriel qui, lui, n'est pas soumis à Egalim. Donc nous perdons en compétitivité. Donc il faudra faire très attention avec cette loi et les labels et les productions françaises et locales qu'on peut essayer de développer, qui sont quand même vertueuses et qui sont vraiment en faveur de la transition écologique. Bien sûr, tout le monde a besoin de manger, mais il est important de soutenir nos productions locales et d'excellence.
et faire attention à cette loi Egalim qui sera toujours contournée par les industriels et qui sera toujours contournée également par les grandes distributions qui ont des centrales d'achat délocalisées hors France et qui ne sont pas soumis à Egalim non plus. Donc il y avait ce premier point dont je voulais vous parler, et un autre point sur l'assurance récolte que je n'ai pas pu aborder. Donc pour moi, l'assurance récolte, c'est du racket. Je pense que avant, les paysans, les agriculteurs ne gagnaient pas grand-chose, mais quand il y avait un coup dur, il y avait une solidarité nationale. Actuellement, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans le système assurantiel, si vous ne payez pas tous les ans vos assurances, eh ben, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer si jamais il y a un problème de grêle, un problème climatique. Donc, il est vrai que quand on vous parle actuellement de crise agricole, de problèmes de trésorerie, si vous devez rajouter un système assurantiel par-dessus et qu'il n'y a plus aucune solidarité nationale par rapport à vos agriculteurs, c'est la fin d'une profession. C'est la fin d'une profession. Donc, en conclusion, j'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir est-ce que vous voulez continuer d'avoir des producteurs français, des producteurs vertueux, et dans ce cas-là, faites quand même, réfléchissez à une proposition de loi qui soit en notre faveur et qui mette concrètement des leviers pratiques, des leviers qui puissent être appliqués sur le terrain et concrètement qui puissent aider au niveau des trésoreries, au niveau des installations. C'est bien d'enlever quelques normes, c'est bien de nous faciliter la vie, mais tant qu'on ne vivra pas de notre métier et que nous n'aurons pas de prix rémunérateur, nous ne pourrons pas nous en sortir. Merci Madame Rebière. Juste un point, nous avions travaillé dans le mandat précédent sur l'assurance récolte de manière à ce qu'elle soit une ouverture beaucoup plus large à l'ensemble des agriculteurs, bien évidemment, et nous savons quelles sont les difficultés aussi pour bon nombre d'entre eux, notamment ceux qui travaillent avec des serres ou les arboriculteurs, de pouvoir faire assurer, bien évidemment, leur culture et leur production. Mais c'est un point essentiel des débats, et je pense qu'à travers les mesures de simplification, ce sujet reviendra sans nul doute dans nos discussions. Il nous appartient désormais de nous saisir du texte et de la proposition de loi, et je ne doute pas que les rapporteurs et l'ensemble des groupes politiques d'ailleurs de l'Assemblée souhaiteront pouvoir entrer en contact avec les organisations syndicales et les représentants des filières pour à la fois continuer à les entendre et puis préparer le travail d'amendement qui est le nôtre. En tous les cas, nous prendrons toute notre part dans ce débat, et je vous remercie d'être venu participer à cette audition, et vous prie de bien vouloir saluer votre présidente, Madame Le Floch, que je connais bien par ailleurs. Merci de votre venue, et merci aux collègues de leur participation. Je vous souhaite une bonne journée. La séance est terminée. Merci à vous. Bonne journée.